Inconditionnel de la littérature, bonsoir, bienvenue dans Focus Auteur. Coup de projecteur aujourd'hui sur notre auteur du jour, notamment Ondoa Kalara. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bienvenue dans Focus Auteur. Merci. Alors, vous êtes d'origine camerounaise et là où vous êtes à Abidjan, plus précisément à Grand Bassam, dans le cadre du meeting international du livre et des arts associés. Alors, pour tout vous dire, nous sommes très heureux de vous recevoir ici sur notre plateau. Vous êtes journaliste indépendant, incubateur Café Kalara, promoteur lecture jazz et superviseur général Forali. Alors, autre chose à dire vous concernant? Vous avez donné les grandes caractéristiques du portrait. Je suis agent littéraire également. Agent littéraire Et coordonnateur du label et cabinet d'expertise en événementiel au Future Management au Cameroun. Voilà. Et puis, qui existe depuis 17 ans déjà. Et on va dire, en tant qu'écrivain, vous en avez eu des ouvrages sous votre publication. Eh bien, nous allons nous intéresser à celui-là, bien sûr, qui se présente à nos yeux, notamment comment je suis venu à bout de cette arnaque. Alors, déjà, très chers fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, la première de couverture, comme vous pouvez le voir, présente une couleur noire de fond avec une image qui représente, on va dire, les yeux de l'auteur. On va y arriver, et notamment le titre de l'ouvrage, un titre très évocateur. Comment je suis venu à bout de cette arnaque? Avant d'arriver à la signifiance de cet intitulé, quelle interprétation faites-vous déjà de la première de couverture? Alors, la charte chromatique de la première de couverture dévoile un fond noir, le noir qui est l'ensemble des couleurs, le noir à la de base qui est la vie, parce que c'est du noir que jaillit la lumière. Donc, pour certains, dans d'autres perceptions, dans d'autres réalités, le noir pourrait être l'abîme. Donc, lorsque vous êtes dans des difficultés ou en difficulté, ou traversez des périodes assez sombres de votre vie, c'est le moment où vous avez le plus de réponses. C'est le moment où vous avez le plus de réponses dans votre vie. Donc, nous avons voulu symboliser cette couleur noire-là, qui est l'ensemble des vicissitudes, des bonheurs, entre guillemets, des malheurs, des couleurs, des ombres, de tout ce que nous avons vécu avant de parler de l'arnaque. Eh bien, bien sûr, comment je suis venu à bout de cette arnaque? Vous le disiez tantôt, c'est un essai, bien sûr, qui s'intéresse aux questions liées exclusivement aux arnaques, ou peut-on s'attendre à autre chose dans votre livre? Alors, le titre, l'arnaque, comment je suis venu à bout de cette arnaque, qui n'est pas sous la forme interrogative, fait en fait le plaidoyer de la mise à jour du système éducatif francophone. Et là, de façon générale. Ça commence à devenir intéressant, déjà. Et le système éducatif francophone, notamment celui de l'Afrique, de notre point de vue, est une grosse arnaque. Parce qu'il est obsolète, il ne bénit plus aux besoins de l'Afrique actuelle. Nous avons été enrobés. Il a porté ses fruits à une certaine époque, lors de la décolonisation, des années à la veille des indépendances, où on avait besoin plus des administrateurs, où lorsqu'on obtenait un certificat d'études primaires, on pouvait léguer un poste dans l'administration. Aujourd'hui, les contenus que nous avons en matière d'éducation ne nous rendent pas compétitifs. Ce n'est pas que les sciences sociales soient inutiles, non du tout, mais il faut davantage privilégier
les enseignements, les formations qui rendent les formations professionnalisantes, qui autonomisent l'individu au sortir de l'école, qu'il ait un emploi ou pas. Il ait la capacité de s'auto-employer, de créer de la richesse. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a peut-être toujours dans certaines écoles ou dans certains cas, certains ingénieurs qui demandent du travail. Ils vous disent qu'ils veulent un emploi, ils cherchent, ils sont à la quête d'un emploi. Un ingénieur, c'est pas pour demander un emploi, c'est pas pour être à la quête d'un emploi, c'est un créateur de richesse parce qu'il a la capacité de créer une entreprise. Donc, pareillement, lorsqu'on a un grade, par exemple, universitaire, on ne devrait pas chômer parce qu'on est quand même arrivé à un niveau très considérable de la pensée critique, de la maïeutique où on accouche des esprits. Et là, c'est un point très sensible que vous abordez, parce que ici en Côte d'Ivoire, bien sûr, nous avons été confrontés il y a encore des semaines en arrière à ce phénomène-là qu'on a qualifié ou qu'on a nommé de docteurs non recrutés. On va dire des enseignants du supérieur ou encore des diplômés de l'enseignement supérieur, des docteurs de surcroît, qui se sont érigés en syndicats, bien sûr, pour se plaindre de la situation qui laisse à désirer. Et là, vous venez avec d'autres idées, bien sûr, d'autres perceptions qui remettent tout de suite en cause tout le système éducatif africain. Et là, à la page 20 de votre ouvrage, je lis « J'ai souvent entendu dire que l'Afrique a une tradition orale. De surcroît, j'ai aussi lu que la raison est haleine et l'émotion nègre, Senghor. D'autres auteurs respectables ont aussi soutenu que les Noirs ne lisent pas. Mais encore, tous ces procès d'intention sont critiquables. Eh bien, on va dire que c'est une position que vous prenez là tout de suite en remettant en cause certaines perceptions, et on va dire certains héritages qui nous émanent de la colonisation. Naturellement, l'Afrique n'a pas qu'une tradition orale, l'Afrique a toujours écrit. Il faut véritablement, le contenu qu'on a dans nos enseignements ne peut pas nous permettre d'être émergents. Si on ne fait pas une révolution du système éducatif africain, on ne pourra jamais au grand jamais être émergent. Pourquoi? Parce que l'histoire de l'Afrique est d'abord galvaudée, ça veut dire qu'elle n'est pas celle qu'elle doit être. Lorsqu'on vous dit, on taxe par exemple nos langues de patois, ça veut rien dire. En linguistique, un patois, c'est très rébarbatif, c'est insultant normalement. Pour ceux qui connaissent, mais c'est très péjoratif. Pour ceux qui manient allègrement la langue française, pas forcément parce qu'ils sont blancs français, je dis ceux qui manient allègrement la langue française, connaissent que parler de patois, désigner une langue de patois, c'est très péjoratif, à la limite insultant. Mais vous verrez des diplômés de l'enseignement supérieur qualifier parfois leur langue d'origine, leur langue ancestrale, leur langue maternelle, leur langue véhiculaire de patois. Donc, pourquoi? Parce que c'est le colon, c'est le colonisateur, c'est l'oppresseur qui a voulu réduire à basse échelle les langues des autres comme étant des sous-langues, des patois, mais c'est des langues qui ne valent absolument rien. À ce point, l'Afrique a toujours écrit. C'est pas parce que, comme a coutume de dire Julius Esmeralda, sociologue martiniquaise, que l'histoire est généralement racontée par le chasseur et non par le chassé, parce que la version du chassé, l'animal, entre guillemets, si on prend cette image, est déjà abattu et donc ne peut pas s'exprimer, ne peut pas donner la posture qu'il avait vis-à-vis ou face au chasseur. Alors, donc, l'oppresseur nous a presque mis dans certaines conditions, dire que vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez pas de langue, vous n'avez pas de spiritualité. Oui, on a toujours écrit. Depuis, sinon, la bibliothèque d'Alexandrie est sortie réduite, qui a été dessinée avant qu'on ne parle. Tous ces grands savants, d'aucuns même, qu'on nomme des plageurs,
comme Thalès, il a été un étudiant, un élève de grands maîtres, de grands maîtres égyptiens en Afrique. Donc, on a toujours écrit, par exemple, si on reprend l'os d'Ishango, il y a 25 000 ans avant les chrétiennes. Ça veut dire que les pêcheurs avaient déjà le système binaire de répartition des poissons et c'est matérialisé en Belgique par une stèle de plus de 10 mètres, l'os d'Ishango, comme une sorte de bâtonnet en forme de voûte. Donc, c'est pourquoi les explorateurs, les historiens, les esclavagistes connaissent la vie historique. Mais c'est malheureusement, je suis un écrivain engagé, c'est avec beaucoup de peine que je le dis, sans mettre les gants, la plupart des dirigeants africains n'aiment pas l'Afrique. Ils profitent juste, je dis là pour la plupart, des privilèges qu'ils peuvent avoir, mais si vous aimez un continent, comment expliquer avec le vent qui souffle par exemple en Afrique de l'Ouest, que le Niger, qui a l'uranium, mais vous voyez quand il y a une révolution, la plupart, c'est un exemple comme ça tout azimut, les Nigériens, qui eux-mêmes, certains ne savaient pas que ils étaient plus riches que la France. Oui, certains ne savaient pas. C'est parce qu'on leur a sorti, on leur a présenté un cliché avec les paradigmes de pauvreté. Or, ce n'est pas vrai. Bon, l'Afrique a toujours écrit. L'Afrique a une écriture millésime. C'est malsain, c'est malhonnête, c'est de la malhonnêteté intellectuelle de dire que l'Afrique a une tradition seulement orale. Parce qu'elle a plus une tradition écrite qu'orale. Par exemple, nous sommes en zone CEDEAO, dans la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et donc on a un conglomérat de peuples. Vous voyez, pour la Côte d'Ivoire, la plupart, il y a des Kona en Côte d'Ivoire, il y a des Kona au Ghana, c'est presque le même peuple. Donc, si nous prenons la sculpture, les masques à Caen, que vous pouvez, les masques nigériens d'autres peuples, vous les retrouvez, ils ont une écriture. Si vous entrez dans certains musées, dans l'archéologie, vous allez découvrir que l'écriture qui est présentée, ce n'est pas parce qu'elle obéit, encore que des savants de très haut vol, comme Kalala Omotunde, a démontré la suffisance. Il a battu des intellectuels de très haut niveau, blancs, le Codem, et en leur démontrant que l'Europe n'a jamais inventé l'écriture. Beaucoup d'Africains ne savent pas que l'Europe n'a jamais inventé l'écriture. Même le système de alphabet, oui, ce n'est pas de l'Europe. Oui, c'est une grosse escroquerie, c'est une grosse arnaque intellectuelle, je veux dire. Et malheureusement, il y a beaucoup de professeurs d'université. D'où, dans cet ouvrage, j'ai dit, on a beaucoup de diplômés en Afrique, mais on a très peu d'intellectuels. Parce que l'intellectuel, c'est celui qui se compromet pas. C'est celui qui ne vit pas au rythme du beefsteak. Parce que quand on devient professeur d'université, on aspire à être recteur, donc à être nommé, ça veut dire pour bien vivre. Or, quand on défend son beefsteak, on ne peut pas venir maintenant dire que le système éducatif, il faut le changer. LMD, ça apporte quoi concrètement à l'Afrique? Parlons que parlons vrai. Il faut, c'est pour ça que je suis heureux par exemple d'être dans un centre comme celui-ci, qui autonomise, quand je vois le contenu, malheureusement, on va dire, c'est toujours tenu par les Nicodèmes, c'est pas raciste, c'est toujours tenu par les autres. Mais au moins, ça participe à quelque chose. On voit des personnes qui ont obtenu la licence et qui n'arrivent pas à trouver d'emploi et qui vont passer 30 ans parfois de leur vie parce qu'ils ne sont pas utiles. Dans la vie, il y a le software et il y a le hardware. Malheureusement, on nous a vendu le hardware qui est la coke et le software, parce que celui qui a la molécule, c'est lui qui a le médicament, c'est pas celui qui a l'argent. Ce sont les idées qui créent la richesse, pas le contraire. Mark Zuckerberg, par exemple, aujourd'hui, il y a eu des financiers. Tous les grands hommes, tous les puissants financiers, c'est à base d'une idée. Quand un type comme Bill Gates vous dit que mettez-moi dans un désert sans rien, je peux durer la richesse. C'est parce que c'est le logiciel mental. Tout à fait, tout à fait. Qu'il faut revoir. Voilà. Alors là, bien sûr, on en apprend assez beaucoup avec vous. Chers fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, vous qui nous prenez en marche, sachez que vous suivez votre nouveau rendez-vous dédié à la littérature intitulé Focus Auteur. Et aujourd'hui, nos projecteurs sont sur notre auteur écrivain invité du jour. On doit
Kalara, on va dire, très très révolté ou encore très engagé face à certaines questions qui touchent le continent africain. Lorsque, bien sûr, on feuillette votre ouvrage, à la page 60, on voit un titre très évocateur, radicalisation. À la lumière de tout ce que vous venez de dire, on reste convaincu que bien sûr avec vous, les mots ne manquent pas pour dire ou encore dépeindre certains mots, bien sûr, auxquels le continent africain est confronté. Nous sommes aussi avec un deuxième ouvrage qui est le vôtre notamment, les goulots d'étranglement liés à la mobilité artistique en Afrique. Et là, on se pose bien la question de savoir à quoi doit-on s'attendre dans ce livre. Alors le deuxième ouvrage, les goulots d'étranglement liés à la mobilité artistique en Afrique, sous-titré 4 jours d'embarquement de l'invité burkinabé est une histoire vraie qui se déroule en 2022, précisément au mois de février 2022. Pour faire court, pour donner l'économie de l'ouvrage, c'est une histoire qui met aux prises l'universitaire Dr Adamou Kantamba, invité à la 3e édition du Forum des acteurs de l'industrie du livre de Yaoundé Forum, mais qui se trouve en posture de non-débarquement. Donc, on empêche à cette université d'embarquer, pas à Yaoundé, mais à partir du Burkina Faso. Pour quelle raison? Pour la simple raison que entre le Cameroun et le Burkina Faso, il n'existe pas de représentation diplomatique. Au Burkina Faso, il faut préciser. Mais par contre, à Yaoundé, il y a un consulat. Ça veut dire que tous les Burkinabés ou toutes les personnes résidant au Cameroun qui veulent se rendre au Burkina Faso obtiennent facilement un visa parce qu'il y a un consulat. Mais pour les Burkinabés ou les personnes qui sont au Burkina Faso à destination du Cameroun, ne viennent plutôt prendre des visas à partir de l'aéroport. Et pour cela, vous avez besoin, quand vous êtes invité, généralement d'un document qu'on appelle le certificat de débarquement. En fait, ce livre aurait pu s'intituler le certificat de débarquement, parce que c'est le principal goulot d'étranglement qui constitue l'intrigue de cet ouvrage. Alors, il pose une problématique assez large. Je prendrai des exemples précis, des choses simples, que peut-être beaucoup d'Africains sont au courant, voir, mais ça ne semble pas les préoccuper. Je suis en Côte d'Ivoire, je suis à l'ambassade. Lorsque je sors mes pièces de monnaie CFA, le marchand ou la marchande ici ne les accepte pas. Pourquoi? Parce que le CFA CEMAC ne passe pas en CEDEAO, vice-versa. Pourtant, nous appartenons à la zone franc. C'est le même CFA. C'est une grosse incongruité, c'est pour ça que je dis qu'en Afrique, on n'a pas d'intellectuels, on a plus de diplômés. On a peut-être 80% de diplômés, mais 20% d'intellectuels. Parce que ce sont des questions comme ça que les intellectuels s'élèvent et faire le peuple sensibilise à ça, donne de la résonance à ça. C'est tellement incongru de savoir que, et quand vous arrivez, c'est encore nous-mêmes les Africains, en termes de convertibilité, ça n'existe pas. Quand il faut, quand vous changez les CFA, CEMAC contre ceux de la CEDEAO, d'aucuns peuvent les 10%. Moi, je connais quelqu'un qui avait 20 000 francs CEMAC. Ici, on lui a remis 15 000 francs CEDEAO. Pourtant, c'est le CFA. Ça peut faire rire, mais c'est tellement banal. Et pourtant, ça n'existe pas. Et à la CEDEAO, au moins vous avez quelque chose d'avantageux. Au moins. Parce que tout n'est pas noir. Douakalara, c'est pas seulement quelqu'un qui vient dire que tout est noir. Ce qui est bien au moins à la CEDEAO, où vous avez une avance, c'est qu'il y a une fluidité. Ça veut dire qu'on peut partir du Burkina Faso pour la Côte d'Ivoire, pour le Nigeria, le Ghana, sans avoir besoin d'un passeport ou d'un visa. Mais par contre, à la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, qui est constituée du Cameroun, du Tchad, du Gabon, de la RCA, République centrafricaine, RDC, République démocratique du Congo, le Congo, la Guinée équatoriale, 7 pays, vous ne pouvez pas partir du Cameroun pour le Gabon si vous n'avez pas un visa et un passeport. Et un passeport coûte déjà 110 000 francs, oui, au Cameroun, et un visa
coûte 100 000 francs. Comptez donc à cela les frais de billets d'avion. Et le transport de billets d'avion coûte extrêmement cher en Afrique. C'est fait exprès. C'est pour cela qu'on parle d'intellectuel. L'intellectuel n'est pas forcément celui qui a beaucoup de diplômes. La plupart de ceux qui ont pensé l'indépendance en Afrique, c'était des vrais intellectuels. Oui, l'intellectuel est celui-là qui a la capacité à trouver des solutions. L'intellect, c'est le génie. C'est l'ingéniosité que vous déployez. Maintenant, si vous avez un peu plus de culture, parce que vous avez lu quelques ouvrages, parce que vous êtes assis un peu dans les amphis, c'est encore mieux. Mais on a beaucoup plus une race de personnes qui ont beaucoup de diplômes. Malheureusement. Et qui sont loin d'être des intellectuels. Malheureusement, bien sûr, le temps qui nous est imparti tire malheureusement à sa fin. Alors, très cher Ondoa, vous avez été primé, distingué à l'occasion de la 6e édition du Mila. Un petit mot à l'endroit de cette distinction. C'est un couronnement qui vient après 4 années de travail intense. Le Mila a décidé de faire de moi le meilleur promoteur littéraire africain. J'ai reçu le prix Mila. C'est une distinction qui arrive après 4 années de travail. Parce que, pour faire court, je précise que jusqu'à présent, je suis auto-édité à cause peut-être de ma plume et de ma verve. Les gens sont frileux, ils ont peur de la vérité. Donc j'ai décidé de me prendre en main parce que j'ai pas pu trouver un éditeur qui accepte porter le poids de mes mots. Ils en existent peut-être, mais jusqu'à présent j'en ai pas trouvé. Et la force du travail des ancêtres veut que des personnes à 2100 km d'ici, parce que la distance ici par Yaoundé et d'Abidjan c'est 2100 km par route et 1900 km par avion. 2 personnes estiment que, modestement, la grande gueule qui fait 1m65 peut être distincte. Et c'est tout en votre honneur, on va dire distinction bien méritée. Félicitations encore à vous, et tout en espérant que vous glanez encore d'autres distinctions. Et bien voilà, le bien sûr qui nous est imparti s'arrête ici. Cependant, un petit mot à l'endroit du Mila qui bien sûr en est à sa 6e édition. Oui, je suis très honoré d'être chef de délégation du Cameroun. C'est ma 3e participation au Mila. Et j'encourage le commissaire général et toute son équipe. La thématique de cette 6e édition... Attendons par commissaire général Yves Kwaku. Voilà. Donc, la thématique générale du Mila, c'est l'intégration des peuples. Et malheureusement, ce livre est presque passé inaperçu au Mila, alors qu'il traite fondamentalement d'un fait. C'est pas un roman, d'un fait. Il parle des choses qui ont eu lieu, des problèmes par exemple que les artistes rencontrent pour leur exercice, pour leur travail. Parce que ce sont des travailleurs à la base indépendants. L'art littéraire, il y en a qui pensent seulement que parce qu'on chante ou on danse, on est artiste. Oui, les gens m'assimilent plus à un artiste parce qu'ils voient mes dreadlocks. Quand je leur dis je suis écrivain, ils disent non, on croyait que tu es artiste. Vous voyez la stupidité avec laquelle le manque de culture. Oui, parfois il y en a qui sont même en licence, en master, qui vous disent je croyais que tu étais artiste. Et quand vous dites vous êtes écrivain, et quand vous l'interrogez sur l'art littéraire, c'est quoi? Donc, ce livre est passé un peu inaperçu, c'est la chose que je peux déplorer, mais qui va en droite ligne avec la thématique du Mila, intégration des peuples. Parce que, au demeurant, les critiques que je formule, c'est un plaidoyer pour la fluidité des peuples. On ne peut pas parler d'intégration sous-régionale. Les autres l'ont compris avec l'Union européenne. Il n'y a pas un billet de euro qui soit pour la France. Quand vous arrivez en Allemagne ou en Espagne, et qu'on dise qu'on ne peut pas, il ne peut pas être convertible, comme on a avec cette chose du CFA. C'est le lieu de l'appeler comme ça. Oui. Donc, ça fait le plaidoyer pour... Très chers téléspectatrices et téléspectateurs, nous étions en compagnie de l'écrivain Ondoa Kalara qui nous a gratifié de sa présence. On a eu l'occasion de parler de ces 2 ouvrages, notamment les goulots d'étranglement liés à la mobilité artistique. Et je vous permets de
annoncer votre deuxième ouvrage qui, bien sûr, a fait l'objet de notre décryptage. Comment je suis venu à bout de cette arnaque, sous-titré Écueil d'une victime de bourratif cérébral, parce que le système éducatif francophone dans sa généralité est un gros bourratif cérébral. Il a dit... Il a un dernier ouvrage qui va paraître, c'est 3 fois charcuté, quand le paranormal rencontre la légèreté médicale. Alors, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, on se dit au revoir et on se retrouve très bientôt dans le cadre d'un autre numéro de Focus Auteur. Bonsoir.